Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode a été enregistré en direct à Ground Control à Paris le 21 avril 2022 à l'occasion de la Fashion Revolution Week. Lors de cette discussion avec 4 invités, nous avons parlé de slow fashion et fashion tech, dans quelle mesure les technologies œuvrent pour une mode plus durable. Cette table ronde était organisée lors de l'événement En mode bifurcation, une programmation pour repenser notre rapport aux vêtements, de sa fabrication à sa fin de vie, en passant par nos modes de consommation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette table ronde. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et j'ai créé un podcast qui s'appelle Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et ce soir, on va parler de slow fashion et fashion tech, la technologie au service d'une mode durable. Donc, comment les technologies, la 3D, la traçabilité, lutter contre le gaspillage, la production à la demande peuvent permettre d'œuvrer pour une mode plus durable. Et donc, pour en parler, je suis ravie d'accueillir mes 4 invités. Donc, je vais commencer dans ce sens. Je vais commencer avec Camille Le Gall, qui est cofondatrice de Fairly Made, une entreprise de sourcing et de confection éco-responsable. Ensuite, Valérie Moati, professeure à l'ESCP, spécialiste des questions de mode et technologie. Charlotte Dereux, fondatrice d'une marque très engagée qui s'appelle Patine. Et enfin, Agnès Vernier, directrice marketing de Tekin, qui est une solution destinée au secteur du textile pour des productions de vêtements à la demande en quelques jours et en circuit court. Mais on aura l'occasion d'y revenir plus en détail au cours de cette discussion. On va peut-être commencer par une définition pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle fashion tech. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Camille, je te passe le micro si tu veux commencer. Voilà, tu as un micro. Écoute, fashion tech, je vois juste que ton talon est coincé. C'est toujours une bonne chose déjà de débuter sur les définitions parce que souvent, à la fois c'est confusant et notamment dans cette industrie dite de la mode éco-responsable, il y a souvent pas mal de confusion. En tout cas, fashion tech, je pense que c'est assez clair. C'est vraiment tout un écosystème technologique autour de la mode. Aujourd'hui, je pense qu'on va surtout adresser les sujets de comment cette technologie va venir justement résoudre certains challenges et certains pain points au niveau de cette industrie. En tout cas, nous, la vision qu'on a, c'est il y a eu des gros sauts techniques et technologiques à l'époque des révolutions industrielles diverses et variées. On est dans une industrie qui travaille encore avec à la fois des technologies, notamment au niveau des fabrications de fibres ou même de la transformation. Je pense à la filature, au tissage, à la confection, qui sont archaïques. Enfin, c'est encore des techniques ou des technologies qui datent des années 80 parfois. Donc voilà, je pense qu'on est dans une ère où l'hyper, à la fois communication, la transparence, la traçabilité sont aujourd'hui des vrais vecteurs d'accélération sur le plan technologique. Donc voilà, c'est important de mettre au service de cette mode éco-responsable des nouvelles innovations. Donc nous, notre point de vue chez Fairly Made, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui vont pouvoir accélérer ces sujets. Donc à notre niveau, c'est vraiment une connaissance plus fine des filières de fabrication, une connaissance plus fine de l'impact des produits. Je reviendrai sur la définition de l'impact. Mais voilà, en tout cas, comment cette technologie vient au service d'une mode plus engagée. Très bien, ça me semble bien complet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la définition de la fashion tech ? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que ça ne va pas de soi à ce point. Et d'ailleurs, j'ai un cours, moi, sur Fashion and Technology. Donc, à la première séance, je demande aux étudiants de façon inductive ce qu'ils ont derrière la tête. Et on voit qu'il y a quasiment autant de définitions que d'étudiants. Donc, c'est déjà une question en soi. Alors, je ne vais pas vous résumer tout ce que les étudiants disent, mais ce qu'on peut dire, et c'est un peu lié déjà à ta deuxième question, mais on y reviendra après, la fashion tech, on parle de fashion tech depuis pas si longtemps que ça, depuis une dizaine d'années,
Mais pour moi, la technologie, aujourd'hui, on a beaucoup en tête des trucs très sophistiqués, beaucoup liés à l'informatique, à l'électronique, etc. Mais finalement, quand on regarde ce que c'est que la technologie, c'est n'importe quelle innovation. Dès qu'on améliore, par exemple, une chaise pour être plus confortable, ce genre de choses, c'est une forme de technologie. Donc, tout ce qui est low-tech, c'est de la technologie aussi. Tout ce qui est slow fashion, c'est de la technologie. Et la mode, par définition, par essence, elle est innovante. Donc, voilà, c'est presque un pléonasme pour moi de parler de fashion tech. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Charlotte, si tu veux rajouter, ou Agnès, si vous voulez rajouter quelque chose, compléter. J'y vais. Oui, alors Fashion Tech, je rejoins un peu l'avis de Camille, c'est l'ensemble des technologies qui vont graviter et aider la mode à s'optimiser. Et alors, les sets de technologies ils peuvent être hyper larges, l'intelligence artificielle, le big data, la robotisation, l'automatisation, le 4.0. Et ils vont pouvoir toucher finalement toutes les phases de la création, en passant par la production et en finissant par même l'expérience client dans la mode. Alors, le constat, c'est que la mode est une industrie qui est quand même relativement en retard par rapport à d'autres industries. Là, on est clairement dans une 4e révolution industrielle et c'est vrai que ça fait plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années que la mode n'a pas été quelque part touchée par les technologies et que là, du coup, il y a beaucoup de travail pour finalement les appréhender et passer et les adopter, quoi. Très bien. Et Charlotte, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tout ça te semble très complet déjà. Ouais, mais j'ai pas de définition. Je peux dire ce que ça veut dire chez nous, mais je sais pas. Bien sûr, c'est une question que tu auras après, Chloé. Non, tu peux déjà nous dire ce que vous entendez chez Patine. Oui. Du coup, nous, Patine, quand on a lancé il y a 4 ans et demi, on avait défini. Donc j'avais un associé à l'époque que j'ai plus aujourd'hui, mais du coup, on discutait. Maintenant, je discute avec moi-même et puis avec mes équipes. Mais du coup, on s'était dit, tiens, on est low tech au sens, en fait, on fait quelque chose qui se rapproche plutôt d'une industrie traditionnelle du textile. Et en fait, plus on avance, plus je m'éloigne de cette définition, parce qu'il y a ce paradoxe du coup de retrouver la qualité d'avant. Donc avant, ça appelle finalement aux techniques d'avant. On savait faire des belles choses, on prenait le temps, etc. Donc ça a l'air antinomique avec l'innovation et l'apport de technologie. Et en fait, je pense que c'est l'apport justement chez nous de ce ralentissement, de faire les choses bien en prenant le temps, mais en prenant toutes les bons côtés de l'innovation en termes de technologie pour faire une recette qui est compatible avec le monde d'aujourd'hui, qu'on voit que du coup c'est le mariage des deux qui marche. Et chez nous en pratique, c'est une technologie à la fois orientée côté production pour mesurer la traçabilité, on en parlera, la traçabilité de ce qu'on fait et mesurer notre empreinte carbone. Ça, c'est une vraie avancée puisque pouvoir mettre du tangible sur des envies de faire mieux en termes de émissions CO2, pollution d'eau et volume d'eau utilisé, parce que c'est ça nos 3 indicateurs clés. Ça, c'est une vraie avancée. Je trouve que la technologie permet rendre ça simple. Et encore, nous, on a peu de références, mais on va très très loin dans cette traçabilité. Et je pense à d'autres clients du coup que tu dois avoir où il y a plein de refs et du coup il faut une technologie qui permet de rationaliser tout ça. Et un autre exemple, ça va être l'aspect de mise au marché pour moi, puisqu'on est une entreprise majoritairement en ligne, et du coup les technologies aujourd'hui qui permettent juste de faire un site d'avoir toutes les données qui vont permettre d'être proche de notre communauté, donc de pouvoir nous poser des questions via des questionnaires, d'analyser des réponses. Finalement, en fait, c'est des choses qui nous rapprochent du bon produit, de mettre en place aussi des mécaniques qui permettent de vendre sans fabriquer le stock en amont, puisqu'on est largement en précommande. C'est une tech qui est au service du coup du mieux, donc du coup qui est assez positive. Et aussi tech, je trouve aussi que ça m'évoque tout de suite des NFT et de l'achat de baskets virtuelles, et donc ça fait peur. En pratique, c'est finalement faire un projet qui est extrêmement humain, puisque du coup ces technologies nous permettent d'être plus proche de nos fournisseurs en traçant ce qu'on fait et plus proche de nos clients en discutant avec eux. Donc c'est ça chez nous.
Très bien, j'aime bien aussi toutes ces définitions. Je vais enchaîner avec une citation qui est tirée d'un livre qui s'appelle Géopolitique de la mode, qui a été écrit par Sophie Kurkdjian, qui est historienne, et qui dit « Mode et technologie, l'association peut paraître étonnante. Pourtant, depuis toujours, ce que l'on appelle la mode n'a cessé de se développer grâce aux techniques, aux outils et aux machines. Sans techniques nouvelles, sans innovation, point de renouvellement de la mode. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation ? Oui, Camille. Je m'empare de la question parce que je trouve néanmoins qu'on a réussi à créer au sens créatif et presque innovant dans le style, sans faire évoluer justement les techniques et les pratiques justement au niveau de la technicité justement du textile. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que quand on creuse, je sais pas, le domaine du médicament, le domaine de l'aéronautique, le domaine de plein d'industries assez lourdes ou qui ont eu besoin justement d'avancer de recherche sur cette thématique. On fait des pas de géants et ont eu besoin justement de cette recherche, cette R&D pour innover. Là où la force créative de la mode s'est finalement un peu abstenue de se creuser les méninges sur cette recherche et que aujourd'hui on en pâtit un peu. C'est là où je vous rejoins sur les sujets d'avancée et que depuis 10 ans c'est incroyable ce qui est en train de se produire. Mais voilà, je pense qu'on est en retard, notamment sur les sujets d'innovation, même technique, technologique, sur la partie fibres, matériaux principaux. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on travaille encore avec des fibres très primaires et que il n'y a pas du tout de choses mal là-dedans, mais que non, la mode n'a pas bénéficié d'énormément de technologies pour pouvoir être capable d'être innovante et créative. Alors, moi, ouais, plus un. Plus un, parce que, en effet, je trouve que tout s'est concentré, l'innovation s'est concentrée sur la création. Enfin, sur la partie vraiment créative, j'imagine des nouveaux vêtements, des nouvelles éventuellement matières, mais pas du tout ni sur la technicité, ni sur les process, ni sur l'optimisation de la production. Enfin, je pense notamment à la conception 3D. Ça fait, je sais pas, plus de 10 ans que ça existe, et en fait, les marques commencent seulement maintenant finalement à utiliser cette technologie-là. Donc je trouve que l'innovation a été uniquement centrée sur la création et pas forcément sur des outils techniques, des outils technologiques. Et même, j'irais même plus loin, c'est que finalement, ça a été limite en opposition et que si je reprends mon exemple de la 3D, finalement, c'était beaucoup le papier-crayon qui était ultra valorisé dans le côté créatif. Et que passer par un ordinateur pour visualiser les produits, parce qu'il y a plein d'avantages, éviter des prototypes, permettre de visualiser beaucoup plus rapidement, sans passer par des échantillons physiques qui potentiellement seraient inutiles. Et finalement, ça a été quelque part une opposition de culture, quelque part. Valérie ou Charlotte, ouais. Peut-être juste une chose. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je suis d'accord qu'il y a une vraie opposition de culture, de principe. Il y a quand même un petit bémol qui est à l'origine, la première révolution industrielle, c'était quand même dans le textile. Donc ça, faut pas l'oublier. Et peut-être plus récemment, je sais pas si je parle un jargon compréhensible, mais ce qu'on appelle la différenciation retardée, qui est quand même une révolution industrielle quelque part aussi. Elle est née chez Benetton dans le textile, donc, enfin, en tout cas dans l'industrie de la mode. Mais c'est vrai qu'à part ça, et depuis surtout, il n'y a absolument rien eu sur tous les processus de. C'est quoi la différenciation retardée? Pardon. J'allais le poser principe. la question après, de préciser. J'explique ça tout de suite. C'est le fait d'appliquer, comme son nom l'indique, la différenciation. Donc là, en l'occurrence, c'est les couleurs. Le plus tard possible dans la chaîne de fabrication, c'est-à-dire par exemple que Benetton a fait des pulls unis et a appliqué la couleur des pulls en dernière phase, de telle sorte à être beaucoup plus réactif par rapport à la demande du client et de faire du violet si c'est la mode du violet et de refaire du vert si c'est la mode du vert, etc. Ce qui était une vraie révolution et qui derrière a été décliné dans tout un tas de secteurs d'activité comme l'électronique, etc. Donc
je me permets de moduler un tout petit peu ce que vous dites, mais autrement, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est notamment lié au fait que tout a été externalisé, que la production n'était plus maîtrisée par les marques, qui se sont concentrées à la fois sur la création et sur la distribution. Il y a eu aussi beaucoup d'innovations côté distribution, mais pas du tout sur la partie fabrication, ou extrêmement peu, qui finalement, on pensait qu'elle apportait pas de valeur ajoutée. C'est que récemment qu'il y a cette partie-là qui a été revalorisée. Oui, et je rebondis parce que je pense qu'il y a un vrai problème aussi dans l'industrie textile, c'est que ça a beaucoup reposé sur du temps homme et de la manutention, et qu'en fait, puisqu'on a délocalisé et qu'on a fini par avoir une main-d'œuvre de moins en moins chère, on n'a à aucun moment eu de besoin d'innovation. C'est-à-dire que le problème a été résolu en délocalisant et en ayant justement une main-d'œuvre de moins en moins chère. Là où finalement, sur, je pense, des problématiques, je prenais le médicament ou d'autres industries à haute valeur ajoutée et haute recherche, mais il y a eu un besoin d'innovation parce que il y a eu une recherche d'optimisation des coûts tout en gardant des structures industrielles dans les pays en question. Voilà, je pense qu'en l'occurrence, une des raisons pour laquelle la mode a été aussi en retard, c'était malheureusement ce point. Malheureusement, totalement. Moi, j'ai 2 exemples du coup là-dessus, peut-être pour étayer. Nous, on a une production qui est assez locale, puisqu'on est exclusivement France, Portugal, Italie, et on a remarqué du coup, à force de rencontrer, choisir nos partenaires et travailler avec eux, que par exemple typiquement la France, on est un pays d'ingénieurs et un pays où la main d'œuvre a été à un moment donné trop chère, et on a vu du coup cette désertification du coup de l'industrie textile qui est en train heureusement de aussi se relocaliser. Il y a un nouveau mouvement, mais les entreprises qui ont survécu ont été les entreprises qui ont innové et qui ont innové du côté de la qualité. Donc souvent des entreprises qui sont tenues qui ont beaucoup d'ingénieurs en interne, qui sont allés chercher de l'innovation. Notamment, on est très fort en France sur des tissus techniques. On vend à Montclair des tissus de doudoune hyper perfectionnés voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième, c'est notre partenaire en Italie, où pour le denim, en Italie, il y a un énorme mouvement du coup de mondialisation de la fabrication du jean qui s'est passé en Asie, mais aussi plus proche en Turquie, en Tunisie. Et du coup, les Italiens, à un moment donné, pour se battre et rester compétitifs, soit ils ont choisi de eux-mêmes construire des usines plus loin, payer leur main-d'œuvre moins chère et s'aligner en termes de prix, et du coup se battre avec les mêmes armes, ou alors choisir le combat de la qualité et du coup investir énormément. Alors là, nous, en l'espèce, notre partenaire, c'est une triple contrainte que je trouve géniale et qui doit driver l'innovation. C'est une contrainte, ils se sont mis une contrainte de qualité, environnementale et économique, parce qu'ils sont au milieu des montagnes, donc du coup ils devaient grandir, mais ils pouvaient pas grandir physiquement. Du coup, ils ont innové de manière process. Alors eux, c'est même vertical. Ils ont créé des machines avec un sous-sol, ils ont creusé sous leur usine, et ils ont créé des machines qui sont à la verticale au lieu de l'horizontale. Du coup, la laise, le tissu tombe en fait en bas, et les tombées de métier tombent en dessous. Enfin, je trouve ça juste incroyable. C'est un exemple parmi 1000, mais qui font que du coup, ils innovent en fait dans cette triple contrainte de faire une meilleure qualité, puisque leurs toiles de jean vont être beaucoup plus chères que le marché, et que ce prix doit se justifier par un tissu hautement supérieur, et en plus cette contrainte environnementale. Et un des exemples, c'est on vient de sortir enfin, c'est pas une pub parce que vous pouvez pas l'acheter, il est en fabrication parce qu'on est en précommande et je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire, mais on a sorti un jean stretch qui est sans élastane. La révolution, parce que en fait souvent on me dit c'est génial, et après mais c'est quoi le problème avec l'élastane? Le problème avec l'élastane, c'est que c'est une base qui est du coup complètement à base de pétrole, donc c'est extrêmement polluant, et le problème c'est que c'est 1% d'élastane que vous avez dans votre jean, il est disséminé partout dans la fibre de coton, donc ça rend l'ensemble du jean difficilement recyclable. Et là, du coup, nos partenaires ont développé une toile qui est avec une élastane qui est à base de caoutchouc naturel, ça s'appelle du Coreva, et on a sorti du coup la première fois en France avec eux un jean qui est du coup avec ce stretch sans élastane. Et ça, c'est 3 ans d'innovation avec du coup ce sujet de dire il n'y a plus de jean qui se vend sans stretch. Si on veut faire du stretch aujourd'hui et qui est supérieur, on va innover au niveau du caoutchouc. Et là où je fais le lien entre tech et à la fin toujours ramener à l'humain et le besoin client, et être tous un peu des mini Charlotte Perriand en disant qu'est-ce qui va être vraiment utile. Eux, ils ont eu cette idée dans une trattoria en mangeant leurs pâtes, vraiment ça fait cliché, et en voyant les saucissons qui pendaient, qui sont entourés de caoutchouc, et le fondateur de cette usine de confection qui est géniale s'est dit mais du caoutchouc naturel, et si on mettait ça dans les jeans. Donc parfois c'est aussi un lien entre une grande innovation et au départ une idée qui vient du quotidien. Heureusement, ils n'ont pas mis le saucisson. Le saucisson n'est pas dedans, surtout que nos clientes sont beaucoup véganes ou végétariennes, donc ça aurait été un problème effectivement.
On va essayer de revenir sur quelques innovations. Évidemment, on va pas pouvoir toutes les détailler, mais autour de la table, on en a quelques-unes. Donc, on va commencer avec Fairly Made. Parce que vous, votre travail, c'est d'accompagner les marques sur la traçabilité et sur le calcul de leur impact au niveau environnement, au niveau social. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu les technologies que vous utilisez pour parvenir à faire tout ça ? Avec grand plaisir. Alors, il faut savoir qu'avant de parler de technologie en tant que telle, il y a tout un procédé calculatoire, donc qui va agréger une donnée issue donc généralement de ce qu'on appelle les fiches techniques ou tout ce qui sert à la marque de développer ta chemise et ensuite de la mettre en production. Donc une donnée plutôt spécifique à la caractérisation du produit, le nombre de tissus métrage nécessaire, sa découpe, à quoi elle va ressembler, sa couleur. Et ensuite, on a tout un sujet de collecte de l'information. Donc ça avait été vraiment un vrai sujet à la fois dans la compréhension de ce que c'était que justement l'empreinte et le calcul d'impact d'un produit. C'est de se dire comment j'agrège une donnée donc, qui est à la fois issue d'une marque, mais aussi donc, de la filière de fabrication. Et donc là, en l'occurrence, nous, tout ce qu'on peut développer, c'est donc des développeurs en interne qu'on a pu embaucher, qui vont arriver à synthétiser une méthode que nous, on a écrit noir sur blanc sur du papier, dans un outil qui, justement, envoie automatiquement des formulaires en fonction des typologies d'usines qui sont concernées, et qui ensuite font du rapprochement entre l'usine de tissage, l'usine de filature, l'usine de confection, de sorte qu'on crée des arbres de traçabilité. Donc là, c'est plutôt de l'innovation et du développement tech pur. Ce qu'on aime bien mettre aussi derrière tout ça, c'est finalement un vrai sujet donc on a embauché un docteur même maintenant sur le sujet de la durabilité, qui là va venir rapprocher des données qui caractérisent la résistance d'un produit, donc comment en fait ce produit résiste dans le temps grâce à des tests de pilosité, de frottement, de décoloration. Et ensuite d'agréger une note. Donc voilà, aujourd'hui on a plutôt un produit de calcul qui ensuite retraduit cette information pour le consommateur final. Donc on a décidé d'avoir enfin d'évaluation une donnée disponible sur des QR codes, donc technologie assez courante depuis le Covid quand on scanne un menu, mais en tout cas qui permet, et ça c'était vraiment aussi un sujet important pour nous, de révéler tout ce qui se passe derrière la production d'un vêtement. Et je pense que derrière les technologies, il y a aussi beaucoup de bon sens. Ça rejoint peut-être le saucisson et la Stan éco-responsable. Mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est surtout que depuis des années, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits, très peu de choses qui étaient valorisées. Et que souvent, c'est la demande qui attrait et qui tracte aussi cette recherche et cette innovation. Et que nous, on a la volonté d'arriver à fournir aux consommateurs une information sur la traçabilité du produit et sur l'impact de ce produit, de sorte que demain, il fasse des choix éclairés, donc de sorte que cette notion d'empreinte environnementale ou sociale puisse lui arriver, et ensuite qu'il soit force et demandeur auprès de la marque de plus d'informations et justement d'amélioration. J'en profite pour faire la pub bientôt de la Fashion Revolution Week. C'est une semaine durant laquelle n'importe quel citoyen peut interroger la marque sur justement l'origine de ses produits, et donc s'interroger en montrant une étiquette du slogan Who Made My Clothes, et donc de faire une requête auprès des marques auxquelles vous achetez pour savoir qui fait justement cette pièce. Aparté total. Non, mais c'est important de le rappeler. Et l'autre technologie qu'on a autour de la table, c'est Tekin, qui permet de produire à la demande, mais tu vas nous expliquer tout ça bien mieux que ce que je pourrais faire, donc je te laisse la parole, Agnès. Merci. Oui, alors donc Tekin, c'est une start-up qui a été créée en 2017, donc il y a 4 ans maintenant, et nous l'ambition elle est très claire, c'est de redessiner l'industrie textile 4.0. Pourquoi ? Pour avoir un impact économique, social et environnemental qui soit massif. Donc pourquoi économique et social ? On l'a évoqué tout à l'heure. En effet, pourquoi délocalisation ? Parce qu'à un moment donné, la main-d'œuvre en France et en Europe est devenue beaucoup trop chère. Et pour relocaliser, il faut bien doter finalement les acteurs de l'industrie de moyens pour optimiser les process, pour optimiser la production, parce que sinon, ça ne va juste pas être possible. Et impact environnemental, pourquoi ? Parce que nous, toutes les technologies qu'on développe et tous les outils qu'on met à disposition finalement des acteurs de l'industrie textile sont là pour pouvoir mieux piloter finalement sa production et du coup optimiser les ressources, et les ressources quelles qu'elles soient, les ressources énergétiques, les ressources matières, les ressources humaines aussi.
bien évidemment. Et donc concrètement, nous, on a deux technologies. On en a une première qui est du software. Donc on a développé une plateforme très accessible, donc en mode SaaS, donc très facile à implémenter. Et cette plateforme, donc c'est une plateforme digitale collaborative qui va permettre de relier tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement textile, donc le fournisseur de matières, le fournisseur d'accessoires, la marque, l'atelier. Et ils sont tous en mode collaboratif sur la plateforme et ils vont pouvoir suivre du développement produit jusqu'à la livraison en entrepôt. Et pourquoi ça, c'est révolutionnaire? Parce que à aujourd'hui, cette chaîne, elle est méga silotée, donc tout le monde est dans son coin et passe l'information à son voisin. Et je vous prends un exemple. Pour lancer un t-shirt blanc, le tisseur va inscrire dans son système c'est un t-shirt blanc, qui va envoyer à son voisin c'est un t-shirt blanc, qui va inscrire dans son système, etc., etc. Et donc tout ça est extrêmement chronophage et coûteux évidemment en temps, en ressources. C'est pour ça d'ailleurs que les marques ont eu tendance à lancer de la prod une fois, très en amont et dans des gros volumes. Et pourquoi on parle de production à la demande? Nous, c'est que produire à la demande demande une très très forte réactivité et que cette chaîne, je passe à mon voisin et je repasse l'information, quand il s'agit d'accélérer la production en fonction de la réelle demande du marché, ce n'est pas physiquement possible. Sans compter, bien évidemment, le manque de fiabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que on passe les informations, c'est sûr qu'il y a un risque. Et cette plateforme, elle permet de centraliser toutes les informations et de très facilement, finalement, passer toutes les infos et les mêmes infos dans la chaîne. Donc ça, c'est la première chose qu'on appelle le software. Et la deuxième, ce sont des machines connectées. Donc plutôt à destination des ateliers pour leur permettre finalement, donc c'est des machines de coupe et tout ce qui est coupé sur ces machines, toutes les données remontent automatiquement, donc sans intervention manuelle, sur la plateforme, ce qui permet d'avoir des informations finalement de traçabilité et de suivi de production en temps réel et qui permet de digitaliser très simplement finalement la partie production dans les ateliers. Et donc tout le monde en profite parce que c'est une vraie visibilité de la production en temps réel qui était avant très très compliquée à obtenir. Très bien. Et j'en profite aussi pour peut-être poser la question à Charlotte sur la production à la demande, puisque vous, c'est aussi votre modèle chez Patine. Donc, quels sont les avantages ou même peut-être les limites de la production à la demande quand on est une marque, mais aussi pour ses clientes, ses clients, sur l'aspect très concret de l'application de la technologie, en fait? Technologie, on désespère pas de travailler ensemble. On est en mail raté sans arrêt, mais on va y arriver. Mais du coup, pour l'instant, aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'Excel, c'est vrai. Heureusement, on n'a pas beaucoup de produits. Le système de précommande tel qu'on le pratique, effectivement, donc l'idée, c'est la philosophie, c'est de lancer une production une fois que les clients ont passé leur commande. L'intérêt, il est multiple. Il y en a un qui est clairement au niveau de la limite de ne pas surstocker. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut le modèle traditionnel d'une marque et la situation dans laquelle on a glissé avec les années, c'est de surproduire et je parle pas de ma marque évidemment, mais donc de surproduire en général et du coup de tout faire pour que cette surproduction finalement ne coûte pas trop à l'entreprise, pas en rationalisant la production, mais en baissant la qualité par exemple pour que tout coûte moins cher de la matière à la confection ou en payant moins ses partenaires pour qu'à un moment donné on s'y retrouve et en travaillant du coup avec un indice et en augmentant la promotion. Je montre deux exemples très forts en fait des deux bouts de la chaîne qui sont pas vertueux évidemment en termes d'empreinte environnementale et sociale puisqu'on pressurise de plus en plus sur les prix, on change de confectionneur pour aller au plus offrant, etc. C'est un exemple. Et de l'autre côté, on va travailler avec des indices de dire je fabrique 100 pour vendre 60 à plein pot, 20 en solde et 20 qui seront détruits à la fin ou mis en solderie. Ce modèle-là fait que forcément, on est obligé en plus d'augmenter les prix pour qu'à la fin tout le monde s'y retrouve et ça donne du coup une mode trop chère, beaucoup en promotion et des partenaires asphyxiés, et de la pollution. Donc je caricature un peu, mais c'est la vérité et je l'ai vécu dans d'autres expériences professionnelles. Du coup, le fait de monter un modèle qui est basé en disant je veux pas faire de stock et du coup je demande au client de faire l'effort de payer et d'attendre et de me laisser fabriquer sa pièce, au-delà du fait que c'est
c'est vertueux évidemment pour votre trésorerie et que je vous encourage à quand vous démarrez, monter une entreprise comme ça, parce que ça veut dire que vous avez quand même un peu de fonds d'avance. Le réel intérêt du coup est de dire je joue le jeu jusqu'au bout, j'ai un prix juste, je vais proposer une marge, enfin je vais construire mon modèle sur le fait de vendre 100% et pas 80% de ce que je fais. Je décide qu'il n'y aura jamais de solde et du coup, en échange du coup de cet effort de mon client, je vais bâtir un modèle économique qui ne va pas faire de stock, qui ne va pas faire de promotion, qui va travailler de manière éthique avec mes partenaires. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière. En pratique, en gestion, c'est extrêmement difficile. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je pense que ce qu'on a appris en 5 ans, on va essayer de le partager parce que on n'est pas du tout au bout et c'est une tannée. Pourquoi ? Notamment parce que le monde n'est pas conçu, enfin le textile n'est pas conçu pour la précommande. Donc effectivement, c'est un atelier, ils vendent du temps homme parce que c'est encore très peu technologie et beaucoup manuel. Du coup, du temps homme, il faut le planifier, sinon on perd de l'argent. Du coup, il faut placer des commandes dans le temps et les tenir. Du coup, quand vous dites à votre partenaire, attends lundi, j'aurai le nombre final de jeans que je veux fabriquer et hop, on pourra les lancer tout de suite parce que mon client va pas attendre 6 mois non plus. Il va dire, t'es marrante. Que tu en vendes 100 ou 1000, c'est pas la même chose. Donc c'est toute une machine en fait à mettre en place. Et puis après, le textile, pour ceux qui connaissent, rien ne fonctionne comme on a prévu, jamais. Enfin, rien. Un tissu, c'est vivant, ça mesure jamais tout à fait pareil. Il y a toujours une raison pour laquelle ça va pas marcher comme vous voulez. Le poids, et franchement, on teste tout, le poids, le vrillage, le boulochage, machin. Il y a toujours un truc. Moi, heureusement, j'apprends. Au bout de 5 ans, j'arrive à dormir parce que, en vrai, là, je suis en retard à cause du RER, mais je suis partie avec un t-shirt où il y avait 1 centimètre en trop là. Et en fait, attention, on a un problème de décalage de taille sur le jogging. Ah, au fait, désolé, les shorts, c'est décalé de 2 semaines parce qu'en fait, ils ont plus de place en atelier. Et puis l'atelier, il se trouve que finalement, il y a un problème de hausse d'électricité, donc les coûts vont augmenter de 10 €. Et puis en fait, il y a la guerre en Ukraine, donc du coup, ils ont dû décaler parce que, en vrai, c'est voilà. Donc nous, il n'y a pas la guerre, c'est que de la mode, heureusement. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut faire pour calmer, mettre un peu de sérénité, c'est bien, quoi. C'est voilà. Bon à prendre, quoi. Voilà. Ouais. Donc là, on a parlé de quelques technologies. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous semblent indispensables aujourd'hui, qui sont en train de se développer, de se mettre en place et qui sont vraiment ultra importantes, qui vont changer un peu la phase de l'industrie textile et qu'on n'aurait pas cité? Alors, on a parlé de traçabilité, de mesure de l'impact, de réduire le gaspillage, de nouvelles matières innovantes. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose comme technologie importante? Oui? Oui, tout à fait, il y a de quoi faire. En tout cas, il y a un sujet qui est assez, je pense, essentiel pour les futures générations, c'est le recyclage. Aujourd'hui, il y a un vrai pain point, on parle beaucoup de l'amont, un vrai sujet sur l'aval. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le produit a fini son cycle de vie? Donc, il a été très usé, il a été revendu, il a été prêté, il a été offert, il a été donné. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a une difficulté technique aujourd'hui qui malheureusement est le fait que on recycle très mal. Donc comme Charlotte le disait, 1% ou autre, mais un peu plus d'élastane empêche le recyclage correct d'une fibre. J'en passe, les zips, les boutons, tout autant de perturbateurs au recyclage qui empêchent que le produit soit correctement recyclé. Donc là, énormément de besoins technologiques justement sur la dissociation de ces fibres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un produit a des fibres mélangées et qu'il a plus de valeur sur le marché? Parce que donc, aller vendre ensuite un fil mix polyester, coton, acrylique, polyamide, je pense que personne n'en veut. Pour autant, c'est malheureusement ce qui inonde les bennes, le relais. Donc, comment on arrive à dissocier des fibres? Donc ça, c'est une première chose. Et là où je ferai le pont avec ce que l'on fait nous chez Fairly Made, c'est en fait qu'est-ce qu'il y a dans mon produit, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a vécu. Nous, on parle souvent d'un équivalent d'un passeport digital quand on crée la fiche produit du produit, parce qu'on a réussi à retracer tout son parcours. On est capable d'identifier sa traçabilité, quels ont été les acteurs, quand est-ce qu'il a été produit. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on commence à créer aussi du contenu vraiment sur... en fait, ce vêtement, il vit, il a une histoire, il a quelque chose de presque sensible, de sorte que ça recrée aussi de l'émotion avec le consommateur qui va l'avoir entre les mains. Et que le jour où il arrive en déchetterie, ou en tout cas qu'il a vraiment eu, on espère, au moins 20 ans de vie,
on soit capable de le traiter correctement. Et justement, si les technologies se sont mises à niveau et qu'on arrive à recycler n'importe quel type de fibre ou de matériaux, c'est qu'on puisse identifier correctement cette matière. Donc, il y a beaucoup de sujets. On peut parler de traceurs ADN dans la matière. On peut parler de fil RFID qui vient attacher les différentes composantes du produit. Nous, de manière aujourd'hui très concrète, vous pouvez d'ailleurs aller chez Sandro, Mage ou Claudie Pierlot en boutique. Vous avez des QR codes sur un certain nombre des produits qui permettent d'identifier justement l'arbre de traçabilité, sa composition, d'avoir beaucoup d'informations sur ce produit. C'est important parce que donc en tant que conso, on est content d'avoir cette info, mais en tant qu'acteur de toute la filière, c'est aussi une information essentielle. Donc voilà, je pense que ça, c'est des sujets importants et que aujourd'hui, le textile qu'on met en marché, c'est le textile de demain. Il y a déjà énormément qui ont été produits. Donc ça, je pense que c'est un vide abyssal en termes d'innovation et donc il en faut. Oui, je suis d'accord. Juste quelques mots pour compléter, mais aller dans le même sens. D'ailleurs, la table ronde juste avant, c'était sur l'upcycling, donc qui va un peu dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes de technologie et d'innovation, au-delà de séparer les fibres, sur la résistance des fibres recyclées. Parce que souvent, les fibres recyclées, elles ont moins de résistance que même pour des fibres simples, type le coton, que les fibres d'origine, ce qui pose tout un tas de problèmes. Et puis, toute la partie très amont de design pour permettre le recyclage au final et pour permettre aussi sur les fibres. On a parlé de nouvelles fibres, mais il y a plein de recherches qui sont faites pour utiliser des matériaux de déchets, etc., des pelures d'orange en passant par les écorces d'ananas et ce qui entoure les saucissons, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Ça aussi, c'est un immense pan de recherche et de technologies qui peuvent aider dans le futur. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'accessibilité de ces technologies, parce que développer une technologie, ça coûte de l'argent. En bénéficier pour une marque, j'imagine aussi que ça coûte un petit peu d'argent. Donc comment on rend toutes ces technologies accessibles à une majorité de marques? Parce que j'imagine que plus il y aura d'acteurs sur le marché qui pourront les utiliser, mieux ce sera. Donc comment on les rend accessibles? Comment on rend accessible tout ça? Oui, Agnès, on t'écoute. Alors, accessibilité d'utilisation, accessibilité prix. Alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Exactement. Je pensais au prix déjà, mais ça peut être aussi l'accessibilité d'utilisation. Alors, c'est vrai que l'adoption de la technologie, en tout cas chez Tekin, on a mis un accent méga fort sur l'ergonomie, l'intuitivité. Donc la plateforme, en fait, un des atouts qu'elle a, c'est que elle est super intuitive, hyper ergonomique. Nous, on pense que c'est super important pour l'avenir d'avoir des outils qui sont hyper faciles à prendre en main, pas de formation. Enfin, voilà, je vais pas faire un parallèle avec une grande boîte américaine, mais c'est vraiment, c'est la même idée, parce qu'on doit vraiment casser cette appréhension à l'utilisation des nouvelles technologies, et c'est vraiment un accent qu'on a mis à la fois sur la plateforme, mais aussi sur l'utilisation de la machine, qui a une interface, mais super facile d'utilisation, hyper simple à former, parce qu'on a aussi un autre souci dans la relocalisation, c'est les savoir-faire. Donc c'est sûr que au-delà de la peur et d'utiliser les nouvelles technologies, il y a aussi cette question du savoir-faire. Donc on a vraiment mis un accent très fort à une accessibilité d'utilisation très simple. Et sur la question du prix, alors là, quand je parlais d'impact économique, le calcul il est très vite fait. Nous, ça fait 4 ans qu'on a travaillé avec plein de marques sur la production à la demande et sur justement toute cette optimisation, produire plus local, mais vraiment les justes quantités. Et comme disait Charlotte, quand on fait le décompte entre la démarque qu'on économise, les stocks qu'on économise, etc., nous, alors voilà, on a des trentaines de use cases qui démontrent à quel point économiquement c'est bien plus rentable, quoi. Voilà.
Après, il y a des sujets quand même qui sont des sujets de long terme où il faut que des gens soutiennent cette innovation. Je pense que nous, en tant que marque, on peut appliquer des choses en assez court terme en fait et faire des choix qui font qu'on avance, mais je pense au sujet des teintures qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même encore un grand parent pauvre de l'innovation en textile et qui joue sur tout l'aspect du coup de pollution de ce qu'on porte. Ou les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui sur ces sujets, il y en a qui sont qui vont perdre de l'argent pour encore 10 ans avant de craquer le truc et qui vont faire une révolution mondiale. Donc il y a quand même un soutien aussi un soutien de l'innovation qui est extrêmement important, un encadrement légal dont on a besoin aussi, donc un soutien de l'État et donc du coup une motivation citoyenne aussi. C'est pour ça qu'il faut s'engager. Par exemple, aller signer en mode climat pour soutenir le fait qu'on va arrêter Shine. Il faut qu'on arrête de laisser Shine mettre des hauts à 99 centimes d'euros en ligne sur un site et sortir 200 modèles par jour sans taxe carbone à l'entrée de l'Europe. Voilà, ça c'est dit. Et ensuite, du coup, il faut, tout ça, c'est un écosystème. Et après, je pense que tu as dit user friendly. Je pense que ça, c'est vrai partout. Moi, j'ai vu des technologies, notamment sur la mesure carbone, parce qu'on en fait depuis le début de Patine, où en fait, je pense que du coup, Fairly Made a craqué le truc de rendre le sujet sexy. Et en fait, à la fin, il faut donner envie, quel que soit le sujet. En fait, une technologie peut rester dans son coin parce qu'en fait, elle trouve pas son marché, mais elle n'a pas trouvé la manière de rendre son produit. Une offre, elle répond à une demande, mais une offre, elle se crée aussi, elle donne envie elle peut créer un besoin. Et on le sait suffisamment dans notre société saturée, où on s'est créé des besoins totalement inutiles. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont des idées de besoins utiles. Et là, du coup, cette idée de mettre au marché et de se rendre sexy, ça, j'y crois très très fort. Notamment quand on a un combat plus vertueux derrière, écologique, ou une envie d'une innovation qui est positive, on l'espère, pour la planète. Je vais revenir à mon cas personnel, c'est celui que je connais le mieux. Quand on a lancé en 2017, on s'est dit, on va intéresser les gens à l'écologie de la mode, ceux qui s'en fichent en fait, et on va leur rendre ça sympa, pas en disant c'est mal ce que tu fais, mais en disant regarde, c'est trop cool, on a inventé un jean qui est avec un stretch sans élastane et c'est hyper cool. Alors faut pas oublier le bien aller, il faut pas oublier le style, c'est le plus important, c'est de la mode, mais à la fin on doit être des bons vendeurs. Et en fait, on est une société de consommation, de marketing. On a vu les dérives, mais utilisons les forces de ça pour rendre nos projets, qu'au moins les personnes qui sont a priori qui ont une bonne influence ou qui ont une envie positive, faisons-le aussi avec les armes de ceux qui vendent des cigarettes. Soyons bons, quoi. Voilà. Carrément, je rebondis sur deux sujets de l'accessibilité. Je pense que merci pour le compliment sur la partie sexiness, mais c'est vrai que ça fait partie de notre ADN depuis le départ. On s'est créé en 2018 et mine de rien, on a l'impression que c'est récent, mais c'était quand même déjà un peu un combat de rendre tangibles et désirables ces sujets, ne serait-ce que il y avait beaucoup d'a priori sur les matières recyclées, beaucoup d'a priori sur les matières biologiques. Mais je reviendrai sur l'accessibilité. Nous, on a investi beaucoup dans la technique d'un point de vue ingénieur et justement ergonomie de la partie connexion avec les systèmes d'information d'une marque. Donc c'est un peu un jargon en interne, mais aujourd'hui les marques ont déjà des Excel ou ont déjà des PLM ou ont déjà des logiciels avec lesquels elles travaillent au quotidien. Donc c'est s'inscrire dans des pratiques du quotidien en termes d'usage et de métier. Et ensuite, tout au bout de la chaîne, et c'est ce qui nous parle à tout le monde et à beaucoup plus de gens d'un point de vue des usages, c'était le choix d'avoir typiquement un QR code disponible, de pas développer une application B2C pour se dire finalement c'est une énième application qu'on télécharge dans l'App Store, mais de dire aujourd'hui tout le monde a un cas d'usage qui est de plus en plus fréquent, c'est un QR code, donc c'est d'arriver à rendre accessible pour un consommateur final, en rentrant encore une fois dans ses usages, une information qui habituellement il n'avait pas. Donc voilà, ça c'est la partie B2C. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est aujourd'hui aussi l'outil le plus utilisé au sein des marques. Donc typiquement, on travaille à pas mal de marques de mode, notamment du luxe, c'est plus un secret, mais avec le groupe LVMH, ils utilisent ces QR codes en interne pour former les équipes, arriver à créer un peu de gamification sur qu'est-ce que c'est que la traçabilité d'un produit, pourquoi en fait on a de l'information et comment on la retraduit pour typiquement former les équipes en vente. Et même des équipes qui travaillent au quotidien sur un vêtement ne connaissent pas des étapes de type filature, ne savent pas que
80% des laines sont produites à plus de 20 000 km finalement du pays de consommation. Donc il y a plein de notions qui aujourd'hui ont besoin d'être vulgarisées et ça c'est vraiment pour nous une mission. Et sur le sujet du carbone, c'est aussi d'arriver à dire aujourd'hui personne ne sait ce que c'est vraiment 15 kg de carbone. Demain on arrivera à avoir des vraies notions qui s'inscrivent aussi dans nos actes d'achat. On croit beaucoup à la jauge en fait. Demain, est-ce que tout le monde aura sa jauge d'impact et qu'est-ce qu'on aura le droit de consommer chacun posera sa frontière. Hein, mais voilà, comment on crée aussi ces références pour que demain, en tant que conso, on ait vraiment ce choix éclairé et qu'on ait de l'information à disposition. Ouais. Et autre aspect aussi de la technologie, c'est l'utilisation d'énergie. C'est énergivore. Donc, comment on est sûr que l'utilisation de ces technologies ne va pas augmenter la pollution engendrée par l'industrie textile? Parce que le but, c'est quand même de plutôt œuvrer pour une mode plus durable. Donc, où se situe l'équilibre? Faut mesurer. Ouais. Faut des chiffres. Voilà, faut les chiffres à la fin. C'est vrai que on parle de bilan carbone beaucoup et c'est vrai que nous on a fait notre premier bilan carbone complet. On fait de l'ACV, donc de l'analyse de cycle de vie produit depuis le lancement. Donc ce que permet notamment Fairly Made, c'est-à-dire de connaître depuis la matière première, la plante, s'il s'agit de coton, jusqu'à l'arrivée du vêtement l'utilisation du vêtement chez le consommateur, qu'est-ce qu'il va émettre en carbone, en pollution d'eau et en volume d'eau ou d'autres données qu'on peut éventuellement suivre. Ça nous permet de faire des choix, nous, en termes d'impact, mais derrière, à la fin, du coup, notre ambition, c'est pouvoir mesurer globalement le carbone qu'on émet en tant qu'entreprise et essayer de s'améliorer. Alors, on va dire, quand on croit, du coup, fatalement, on crée de plus en plus de carbone. Du coup, qu'est-ce qu'on suit? Donc, une idée, c'est de suivre un volume de carbone par euro, par chiffre d'affaires. Donc, c'est ça notre indicateur clé. Ça peut être une idée. Et notamment, du coup, les bilans carbone. Historiquement, on a toujours fait des bilans carbone de ce qu'on émettait seul. Ça veut dire qu'à la fin, on met des poubelles de recyclage dans les bureaux et on dit de venir avec sa gourde, ce qui ne change absolument rien. Ou c'est sympathique. Et donc, du coup, c'est quand même mieux. C'est une gobi, tu peux dire. Ouais. La pub. Et du coup, ce qu'on fait, c'est un bilan carbone scope 3, ce qui commence à être assez vulgarisé. Mais du coup, ça veut dire qu'on prend l'ensemble de ces émissions à nous en tant qu'entreprise et les émissions indirectes de ce qu'on génère. Et ça change tout parce que du coup, une technologie, ça se mesure aussi. Et du coup, on peut additionner toute cette... et faire des choix, du coup, rationnels. Et ce scope 3, on l'a oublié, c'est-à-dire que dans le textile en particulier, depuis les années 80, qui me tiennent à cœur, parce qu'il y a quand même des trucs cool, on a les entreprises, les grandes marques de mode ont décidé qu'elles n'étaient plus en charge de la production. Elles ont revendu leur appareil industriel. Elles sont rentrées en bourse. Je prends le cas de Nike, Levi's, et pourtant, Dieu sait que je les ai aimées et que je les aime encore pas mal. Mais du coup, ça a été un moment charnière où elles ont mis leur production largement en Asie. Elles ont indexé leur valeur d'entreprise à la bourse sur leur marque, uniquement le branding. C'est l'ère de MTV et de faire des pubs de ouf qu'on aime encore aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire que tout ce qui se passait hors des bureaux où on faisait juste de l'innovation et de la publicité ou du commercial n'était plus le sujet de l'entreprise. Et donc du coup, c'est là aussi qu'il y a toutes ces pertes d'efficacité carbone, d'énergie et de coûts humains que tu as décrit, parce que c'était plus la responsabilité de l'entreprise. Le cas le plus récent est quand même les Ouïghours en Chine. On est dans le cas extrême, c'est-à-dire ce qui n'est pas sous mes yeux et pas dans mon PNL ne me concerne pas. Et c'est ça qu'on est en train de revivre aussi. C'est une réintégration en fait dans la responsabilité de l'entreprise, de toute la chaîne, y compris ce qui n'est pas géré en interne verticalement par l'entreprise. Et du coup, toutes ces marques que je décris sont en train de changer énormément aussi et de réintégrer du coup dans leur réflexion. Ce scope 3, ça permet cette mesure carbone de dire je suis responsable aussi de ce qu'émet mon partenaire. C'est ça qui change tout. C'est du coup dans la collaboration, pas forcément en verticalisant tout, mais du coup en demandant à un partenaire comment tu chauffes ton entreprise, comment ton électricité pour alimenter les machines de filage, est-ce que c'est de l'énergie renouvelable, etc. Et des outils de mesure et de partage de toutes ces données, ces technologies qu'on voit aujourd'hui, elles permettent du coup un partage de ces données et une optimisation qui est globale. Et du coup, c'est une globalisation positive ou éthique et pas parce que moi je crois beaucoup à la collaboration. On n'est pas obligé de tous d'être complètement intégrés. Il faut qu'on apprenne à collaborer ensemble et cette technologie, c'est là où elle recrée l'humain, c'est qu'elle recrée une chaîne en fait vertueuse
de recréer une efficacité écologique et sociale. C'était long. Oui. Non, mais c'était très intéressant. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cet aspect, sur ce dont on parle, ou c'est bon, ça vous semble très clair par rapport à ce qu'a dit Charlotte? Il y aura peut-être des questions sur ce sujet, mais du coup, moi, je pensais, quand tu parlais de technologie et d'impact, à la blockchain, qui, notamment, nous, sur les sujets de traçabilité, a été une vraie question au début. Donc aujourd'hui, c'est pas une technologie qu'on utilise dans les sujets de traçabilité. On pourrait revenir très longtemps sur les différents types de blockchain qui existent. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont pas forcément très matures, en tout cas pas forcément bien maîtrisés par tous les acteurs de la chaîne. Je pense notamment à des transactions qui peuvent se faire en Inde entre un fournisseur de lint cotton qui vient juste d'être nettoyé avant d'arriver dans une filature. Bon, bah, concrètement, le mec, il a un smartphone. Oui, avec un bon niveau d'information, il y aurait la possibilité d'enregistrer une transaction. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément une bonne connaissance de tous ces sujets pour que ce soit suffisamment homogène. Et en plus de ça, un impact qui aujourd'hui est assez peu, en tout cas, suffisamment bas pour que l'effort, le surcoût, et c'est d'ailleurs le surcoût monétaire, hein, puisse être intégré dans la valeur qu'on crée dans la création de cette information. Donc ça fait en tout cas, nous, l'arbitrage a été fait aussi sur une dimension économique et environnementale de la blockchain en disant c'est trop peu répandu et mature pour que d'un point de vue écologique et économique, ce soit adopté. On ne sait pas ce que nous dira l'avenir et si un jour ce sera justement notre outil, mais aujourd'hui, le bénéfice n'était pas suffisamment important pour l'adopter. J'ai encore une ou deux questions et après je vous laisserai la parole. Je suis très bavarde, pardon, mais quand on parle de slow fashion et de mode durable, on pense aussi savoir-faire. On l'a dit très rapidement, c'est hyper important de préserver ces savoir-faire. On parle aussi d'artisanat, de métiers d'art. Comment on concilie les nouvelles technologies et ces métiers-là, cet artisanat, ces savoir-faire, pour pas qu'il y ait de pertes dans l'un comme dans l'autre. Voilà, comment on concilie tout ça? Je vais bien me lancer. Je pense pas que ce soit contradictoire, même si dans l'esprit de plein de gens, jusqu'à pas longtemps, c'était un peu opposé. L'artisanat, c'était fait à la main et la technologie, c'était forcément avec des machines. Il y a une exposition qui a eu lieu au Metropolitan Museum en 2016 qui s'appelait Manus Ex Machina et qui revenait vraiment là-dessus, sur la façon de combiner à la fois, parce que c'était beaucoup de la haute couture et des grands couturiers, avec des technologies extrêmement fines, type impression 3D pour les plus récentes, mais des lassages très compliqués avec des machines. Donc, je pense que c'est finalement une opposition un peu superficielle et qu'il y a une vraie continuité entre les deux. C'est-à-dire que, à nouveau, tout dépend comment on définit technologie, mais la technologie, c'est toute forme d'innovation. Oui. Alors, bon, du coup, j'y vais. Alors, nous, clairement, chez Zekin, on est complètement dans la complémentarité. C'est-à-dire que... bon, nous déjà sur la machine de coupe que je décrivais tout à l'heure, donc on fait uniquement la partie de la coupe. Donc après, il nous reste toujours bien évidemment le savoir-faire dans les ateliers de la partie confection. Et l'autre chose aussi, c'est que finalement, du côté du software, donc de la plateforme digitale et collaborative, l'idée c'est qu'elle simplifie, qu'elle renforce l'expérience de suivi de production qui est en effet des fois peut-être à la limite de l'enfer, n'est-ce pas, et que en la simplifiant, finalement là aussi le temps passé, c'est pas à galérer, à chercher des informations, voilà. C'est du temps gagné pour faire des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Alors, pas forcément créative, mais passer du temps à s'occuper de son client, à travailler son produit, et bref, à aller chercher d'autres valeurs ajoutées que de galérer et passer du temps à purement chercher de l'information, quoi. Oui, les deux sont complémentaires. Et alors pour la dernière question, pour conclure un petit peu tout ce qu'on vient de dire pendant 1 heure, on a parlé de technologies qui vont nous permettre d'améliorer tout un tas de choses dans l'industrie textile, mais finalement l'enjeu principal aujourd'hui quand on parle de mode durable, est-ce que c'est pas juste
de baisser la production, de moins produire. Et donc, comment on s'assure que ces nouvelles technologies ne vont pas engendrer une augmentation de la production en se disant c'est pas grave, on va faire avec des fibres recyclées, beaucoup plus écologiques, et donc on va produire encore plus. Comment on fait pour être sûr qu'on va pas vers cette dérive-là? Charlotte, je te vois sourire. Non, mais oui, parce que c'est le grand sujet, c'est que oui, la mode. Je l'ai gardé pour la fin, mais. Non, mais oui, la mode ne veut pas réduire son volume de produits, mais parce qu'il y a un historique, il y a des gens à payer, il y a toujours une bonne raison, hein, et beaucoup sont valables. Mais quand on construit une marque où il y a un payroll, il y a des partenaires qu'on n'a pas envie de lâcher, il y a un chiffre à faire grandir, des actionnaires à contenter. Enfin, c'est tout un écosystème qu'il faut faire évoluer. Du coup, j'ai pas la réponse. Ce que je vois, c'est que à la fin, mon expérience, c'est que c'est l'humain et une question de leadership et de raison d'innover. C'est-à-dire que je vais faire un bon exemple pour moi, c'est l'exemple d'entreprise à mission. Nous, on est passé entreprise à mission cet été. L'idée, c'est qu'on inscrit dans nos statuts le fait qu'on a une mission d'entreprise et une mission qui, du coup, a un rôle environnemental et social. Ça c'est un garde-fou immense. Si par exemple je deviens folle et que j'oublie pourquoi je me lève le matin, mais pour d'autres raisons aussi, c'est que quand on a fait une levée de fonds cet hiver, alors avec des gens très gentils puisque ce sont nos propres clientes qui ont investi dans Patine, hein, c'est une levée de fonds spéciale, mais quand même, à partir du moment où on fait rentrer des gens dans un capital, par exemple, on va avoir une envie du coup de retour sur investissement, ce qui est assez logique. Et du coup, comment on va faire des arbitrages du coup par rapport à ce souhait de croître, s'il n'y a pas un garde-fou qui fait que on va faire des choix qui vont toujours respecter nos valeurs et notre envie du coup d'impact environnemental et social. Le fait d'inscrire dans une mission, donc dans ces statuts d'entreprise, sa mission d'entreprise fait que cette mission est non contestable. Ça veut dire qu'à un moment donné, autour d'une table, si on n'atteint pas des résultats qu'on a inscrits dans notre business plan, parce qu'en fait ça aurait dû, tout ça est théorique, hein, mais ça aurait dû du coup exiger par exemple de laisser tomber le coton recyclé pour un coton vierge non tracé, ou voilà, c'est non opposable par des tiers. Ça veut dire que on dit toujours plan B ou planète B, mais ça veut dire que le A, donc la croissance, le chiffre d'affaires et le profit, est aussi important et au même niveau en tout cas que le B, qui est du coup l'environnement et social. Et du coup à la fin, je me dis que c'est l'humain qui met le barrage, c'est la raison d'innover, le why, le pourquoi on fait les choses en fait, et du coup mettre toujours au même plan. Et ce que j'ai vu marcher d'expérience dans le textile, c'est une équation vertueuse, un triangle entre qualité, écologie et économie. Oui, prospérer, oui, croître, voilà, mais de manière saine, parce que les piliers d'écologie et de qualité sont là, et donc du coup de la valeur, puisque quand il n'y a pas de valeur au départ, comme dans un tissu pourri et multifibre, il peut pas y en avoir à la fin. Et le recyclage, des gens du recyclage pourraient témoigner là-dessus. C'est très difficile quand on met dans des bennes des vieux trucs Zara tout pété, d'imaginer que ça va avoir une valeur sur le marché. C'est absurde. Donc évidemment, ça finit dans le désert, voilà. Alors que si le vêtement est beau au départ, on peut espérer qu'il ait de la valeur plus tard. Donc voilà. Donc du coup, je pense que le garde-fou, il faut produire moins, et le garde-fou, c'est de créer des entreprises prospère, une nouvelle prospérité qui a du coup ce triangle de qualité, d'écologie et de croissance, et donc du coup de vertu. Et comme tout le monde n'est pas gentil dans ce monde, faut des garde-fous, et ça c'est les lois et les citoyens engagés qui du coup œuvrent pour que leurs politiques, leurs représentants mettent aussi un cadre qui nous plaît à tous. Donc voilà. J'ai justement rebondi en disant ça. Je pense que et je suis une très très grande optimiste de nature, mais quand je vois la valorisation de Shine, en fait, je ne crois plus en l'humanité. Je me dis qui sont les connards qui continuent à acheter sur cette. Enfin, vraiment, c'est de la merde. J'ai vraiment du mal à comprendre comment les gens continuent à acheter ce type de produit. Donc, j'ose espérer qu'après une première commande et qu'ils auront vu la tête en effet du fameux t-shirt à 99 centimes. Ils se posent la question en effet du temps qu'ils vont porter cette pièce. En tout cas, je crois vraiment qu'il y a un besoin en effet de garde-fou. Un citoyen engagé, c'est aussi un citoyen qui fait attention à ce qu'il achète, de comprendre que le prix du produit, s'il est inférieur, et ça serait peut-être intéressant d'ailleurs de sortir une liste de prix paliers à partir duquel sinon il y a pas de consensus, mais en tout cas, d'avoir des régulations. Je pense en effet ces taxes à l'entrée de l'Europe. On a déjà de la chance d'ailleurs d'avoir une Union européenne qui a mis des barrières sur la partie composition. Donc typiquement aujourd'hui, en tant que citoyen
En Europe, vous avez la chance de bénéficier de REACH qui dit que tout produit mis en marché a un niveau de composition chimique qui respecte votre santé. Et donc ça, à minima, c'est déjà des premiers garde-fous. Donc comme quoi, je pense que les autorités ou françaises ou européennes auront une part belle à jouer dans cette régulation, de sorte que, en effet, si ces techniques et ces technologies nous permettent de produire plus, en tout cas, il y a une forme de régulation derrière tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter pour conclure sur tout ça ? C'est sûr que c'est le problème clé, hein, là. Mais le gaspillage à tous les niveaux, c'est pas que la surproduction, c'est aussi le gaspillage des matières, le fait de faire des gros volumes, enfin tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent. Alors comme vous l'avez dit aussi, hein, l'éducation c'est la première façon. Alors certes les lois aident et bon, heureusement il y a de plus en plus de lois aussi sur la responsabilité élargie des producteurs, etc. Mais au-delà des pouvoirs publics, il y a aussi l'éducation du consommateur, l'éducation du citoyen, l'éducation du salarié, hein, parce que aussi aller travailler dans des entreprises qui respectent, ça fait aussi partie des choses. Donc ça c'est vraiment un élément fondamental. Après, pour rester aussi un peu optimiste, il y a aussi des marques qui s'engagent, comme vous toutes autour de la table, bien sûr, mais au-delà de ça, même parce qu'il y a aussi la mode, ça va aussi avec la désirabilité. Forcément, il y a des marques de plus en plus. Alors, Patagonia était la première, hein, à aussi inciter à ne pas acheter quand on n'en a pas vraiment besoin. Donc, Patagonia a fait des pubs là-dessus. Plus récemment, Loom est positionné là-dessus comme start-up. Donc, les choses évoluent, mais c'est vrai que ça évolue encore lentement et qu'effectivement, un Shine puisse émerger au jour d'aujourd'hui et devenir tellement gros, tellement vite, ça fait un peu peur. Agnès, est-ce que tu veux conclure en un mot ? Moi, ma conclusion, c'est qu'on est obligé de réduire. On est obligé parce que et nous, Tekin, on aborde vraiment le problème à l'amont. C'est-à-dire upcycling, recyclage, super. Et il y a tellement à faire, il faut vraiment y aller. Et en effet, il y a plein de choses à inventer pour réutiliser tout ce qui a été déjà produit et déjà mis sur le marché. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter, quoi. Il faut arrêter de produire. Et la chance qu'on a, c'est que depuis 4 ans, on démontre que économiquement, c'est 10 000 fois plus rentable. Donc go, quoi. Voilà. Donc, produire 10 pour vendre 5, j'ai envie de dire, produis 5, quoi. Voilà. On est d'accord. Merci infiniment à toutes les 4 d'avoir partagé tout ça avec nous. On a peut-être le temps de prendre 1 ou 2 questions. Pardon, j'ai un petit peu débordé. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. C'était hyper intéressant. Moi, je suis dans l'industrie. Clairement, je dois faire partie d'une des marques PT qui essaye de faire toujours mieux et qui avance petit à petit pour faire mieux. Clairement, en termes de tech, vous avez beaucoup parlé de la production, de tout le supply chain qui est à la suite de la création. Mais je trouve ce qui manque, et moi, les trucs qui manquent pour mieux créer, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui en France, parce qu'on est quand même un des pays, comme vous le dites, parce qu'on a une antériorité sur du savoir-faire, un côté un peu vieux con, où la haute couture est passée par nous, etc. Où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des outils qui nous permettraient, nous, en termes de création, de gaspiller moins, de faire tourner des filatures à petite quantité qu'on paye le double, d'éviter de faire des échantillons de collection x10, x15 pour vendre dans le monde et en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a des outils, des partenaires qui sont possibles pour moins faire d'échantillons de collection, faire de la réalité virtuelle pour des prototypes, de la conception 3D avec des outils qu'on utilise depuis la nuit des temps, qui est par exemple Lectra, des choses qui permettraient déjà, mis à part la production éco-responsable, de créer de manière plus responsable et peut-être plus intuitive grâce à la technologie, en fait. Merci pour la question. Tout le monde a bien entendu ? Oui, c'est bon. Je vous laisse répondre, du coup. Alors, donc j'espère déjà que j'ai bien compris la question. C'est est-ce qu'il existe des outils ou des lieux, des partenaires qui forment aux technologies pour mieux concevoir ? Ok, super. Oui, plein.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Plein. Alors, nous, on travaille notamment avec un atelier qui vient de se créer dans le nord de la France, qui s'appelle l'Atelier Agile et qui va être spécialisé sur justement la production à la demande et qui, parallèlement à ça, a tout un bureau d'études, de conception avec tous les derniers outils, pour mieux concevoir, pour éco-concevoir. Je pense aussi au Fab Lab de l'IFTH à la caserne, qui a clairement déployé tout un panel d'outils avec toutes les dernières technologies et qui sont mises à disposition pour venir les tester, les utiliser. Donc voilà. Alors je sais pas si vous pensez à d'autres. Je pense qu'on va penser à... Ouais, moi je pense au Textile Lab à Lyon qui est bien. Là justement, j'y suis demain. C'est des Fab Labs dédiés au textile. Donc en plus, il y a tout ce qu'il faut, table de découpe à petit niveau, en effet des machines à coudre, etc. Un sujet hyper important et je pense que je rejoins ton point. Je vois à peu près de quoi tu veux parler, mais c'est arriver en petit volume à avoir ce que tu aurais en prod, typiquement en effet le bon fil ou j'imagine que tu travailles pour une marque de luxe, non, qui doit couper beaucoup de prod. Non. Moyen haut de gamme. Parce que tu avais un très joli sac Balenciaga. Mais en l'occurrence, je pense que il y a aujourd'hui, t'as une super usine qui s'appelle la Filature Park, qui fait beaucoup de collections de fils, en l'occurrence justement innovants, recyclés, avec pas mal de qualité. Tu vas avoir les tissages de Charlieu qui travaillent aussi pour les plus grands, type Inditex même. Ils ont des stocks matières assez intéressants sur lesquels tu peux creuser. Et pour Patine, ils font notre tissu de chemise. Ah bah voilà. Et ils travaillent avec Tekin. Écoute, Chloé porte la chemise. Ouais. Incroyable. Donc le lien est fait, mais je pense à ce genre d'atelier qui a justement beaucoup investi, et ça a été un point fort. Je pense que la crise a montré aussi que la France s'était désindustrialisée et qu'en effet aujourd'hui il y a pas mal de subventions ou en tout cas minima de sponsoring sur ces questions de réindustrialisation. Donc en tout cas faire des toutes petites séries pour tester et pour voir après comment ça peut se fabriquer. Tu parlais de Lectra, je pense à Clos 3D, enfin tout ce qui est aujourd'hui de plus en plus fin dans les sujets de modélisation, visualisation. Il y a aussi, c'était un de nos voisins à l'incubateur LVMH qui s'appelle Eva Engines à la station F, qui te permet en 2D à minima de donner vie à ton sketch. Donc tu dessines et ensuite tu peux avoir une première visualisation. Qui est-ce qu'on pense ? Je pense que Clos 3D c'est le bon pari. Ouais. Il faut bien se former sur les outils, mais maintenant ils ont de plus en plus de bibliothèques matières digitalisées justement du tombé de ta matière. Il me semble d'ailleurs qu'à la caserne, donc nous justement on est résidents et il y a une forme de table de digitalisation. Donc tu amènes ton tissu, il te digitalise ton tissu, tu fais tomber ton tissu, il capte le tombé, justement toute la fluidité de ta popeline ou au contraire de ta soie ou autre, qui te permet justement dans le logiciel ensuite de gagner en finesse dans la précision de ta modélisation. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, le reste était clair. Merci infiniment d'avoir suivi cette discussion et merci encore à vous pour tous ces partages d'informations. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.